Pour cette soirée intitulée Solo le 14 février, puisque la Saint-Valentin approche vendredi et que Romain Huret, vous avez écrit un ouvrage sur cette question des célibataires aux États-Unis sur, on va dire, un grand 20e siècle, on peut le dire comme ça, mais qui commence quand même vraiment dans le cœur du 19e, qui s'appelle Les oubliés de la Saint-Valentin, des vies à l'ombre du mariage, publié aux éditions de la Découverte il y a quelques semaines, je crois, et que vous trouverez, on remercie la librairie Durance qui est présente ce soir avec cet ouvrage. Vous y trouverez aussi cet ouvrage sur la démocratie américaine que vous avez écrit avec Thomas Negaroff. 30 questions pour tout comprendre. Là, c'est un volet plus généraliste et aussi très contemporain. On pourra peut-être aussi aborder un peu l'articulation des deux questions. Qui sont quand même assez différentes. Alors je vous rappelle que pour cette nouvelle session de notre cycle idée, on travaille avec l'Institut d'études avancées de Nantes. Sophie Allard est présente ici et avec Nantes Université également. Autour du thème de la démocratie en général. On avait accueilli à la dernière séance Alain Faure qui nous avait parlé des émotions en politique et on continue finalement avec une thématique qui touche à la sphère intime, à la sphère familiale, en tout cas un sujet qui n'est pas un sujet médiatique, je dirais, un sujet très transversal, qui est celui du célibat et qui est une sorte de, eh bien, lui-même à l'ombre de l'histoire des États-Unis d'une certaine manière, puisque c'est un angle très révélateur, je dirais, de très structurant de la société américaine et de l'histoire américaine. Les États-Unis, c'est un pays qui se projetait, j'hésite à le mettre au présent, on va le mettre au passé, mais qui se projetait comme la plus grande démocratie du monde. On ne peut pas dire que ce soit vraiment le discours actuel, mais c'était ça qu'on a beaucoup entendu, même comme gardien de la démocratie dans le monde. Il faut rappeler quand même que c'est une démocratie qui, à sa fondation, à sa naissance, au XVIIIe siècle, exclut explicitement du droit de vote des catégories entières de la population. En fait, tous les non-blancs, africains, américains, on le sait, asio-américains également, les catholiques, les juifs, les non-propriétaires, ce qui exclut à l'époque de fait une assez large partie de la population féminine. Alors les célibataires, eux, ne figurent pas dans cette liste de l'exclusion officielle, mais ça va être quand même un des thèmes de cet ouvrage et de notre conversation, c'est cette thématique de l'exclusion. Les célibataires sont souvent ceux qu'on ne voit pas, qui sont invisibles dans les statistiques officielles, qui sont invisibles dans les discours politiques également, mais qui sont bel et bien exclus ou marginalisés. Vous nous direz exactement comment cela s'articule. En tout cas, on ne les compte pas dans le recensement, sauf erreur. Si on les compte depuis quand Depuis le début. Depuis le début. Alors, erreur de ma part. Alors, cette situation particulière des célibataires croise d'autres formes d'exclusion. Elle croise la situation des pauvres, sur laquelle vous avez également travaillé. Elle croise la situation, en général, des inégalités en fonction de l'origine, par exemple. Elle croise la question de l'homosexualité, également. L'exclusion spatiale, ça c'est aussi une thématique qui traverse le livre, celle du zoning, c'est-à-dire en fait, il y a une réflexion sur l'isolation spatiale des célibataires qui sont souvent présentés comme menaçants, pour partie. Il y a une thématique qui apparaît de manière récurrente dans ce livre, c'est celle de l'ordre matrimonial. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux concepts qui s'excluent mutuellement pour partie. D'un côté, cette thématique des célibataires, de l'autre, celle de l'ordre matrimonial, qui apparaît aussi beaucoup en creux dans votre livre. Je n'ai pas précisé, Romain, que vous êtes historien des États-Unis, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous avez aussi d'autres casquettes, puisque vous avez travaillé sur des documentaires, vous avez abordé des thématiques telles que la fiscalité, la pauvreté, de nombreux autres, et vous allez sûrement nous dire comment vous en êtes arrivé à étudier ce sujet des célibataires. Alors, quand on se parle de sciences sociales, il y a une image qui vient tout de suite. Alors, je sais que dans beaucoup d'entretiens, on évoquait cette figure tutélaire des sciences sociales, qui est celle de Pierre Bourdieu, qui a commencé son travail sociologique
avec ce bal des célibataires qu'il étudie dans son Béarn natal, et il constate que, eh bien, au bord de la piste de danse se trouvent des hommes, des paysans, qui clairement ne vont pas danser et qui tout aussi clairement ne vont pas non plus se marier, puisque c'est là que les rencontres pourraient s'opérer. Donc ça, c'est une des œuvres marquantes sur le sujet. Vous évoquez également Claude Lévi-Strauss et vous lui prêtez quand même un biais très, disons, porté sur l'ordre matrimonial. On a l'impression qu'il ne voit pas grand-chose d'autre. C'est un peu une critique que vous lui adressez au passage. Voilà, alors ces grands exemples tutélaires étant cités pour la bonne forme, on peut quand même dire que la situation que vous décrivez est beaucoup plus complexe, avec des situations très différentes, multiples, je dirais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une situation commune des célibataires dans la société américaine, ou est-ce que c'est plutôt une marqueterie de situations très différentes les unes des autres? Merci, Élie. Non, je pense qu'il y a une situation commune, hein, qui était à l'origine même du livre, et ça a été rappelé. Élie commence à évoquer le texte de Bourdieu sur le bal des célibataires. Et le texte est intéressant puisqu'il faut imaginer cette salle avec des hommes qui sont dans les coins, comme il a été dit, qui ne vont pas danser. Et beaucoup de personnes se sont interrogées sur cette énigme. Pourquoi des gens qui ne sont pas mariés, finalement, ne vont pas danser sur la piste de danse pour trouver quelqu'un? Et c'est tellement énigmatique que Bourdieu va s'y reprendre à 3 fois. C'est le seul article, à ma connaissance, de sciences sociales qui n'a pas été écrit une seule fois, qui est écrit 3 fois. Alors j'espère que je vais pas réécrire 3 fois mon livre, mais ça veut dire que c'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que là, parce qu'on touche à l'intimité de situation, à des choix personnels, et dans ce caractère énigmatique, Bourdieu a sans cesse retravaillé les choses en mettant à distance toute l'émotion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est-à-dire il faut les regarder sans forcément s'interroger trop sur les émotions qui les caractérisent et le fait de ne pas être marié, et pour aller vers autre chose. Et je pense que là, la démarche de Bourdieu, elle est essentielle. Et c'est cette démarche-là qui me permet de répondre à la question. Oui, ils connaissent une situation assez similaire. Et ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils ont un statut très particulier, et c'est le statut de célibataire. Et je sais pas, je vais pas vous demander, on va pas jouer au jeu qui est célibataire et qui est pas célibataire dans la salle. Mais à partir de 35-40 ans, vous entrez dans la vraie vie, on va dire, après les années d'insouciance de la jeunesse, et vous commencez à remplir plein de papiers. Et dans ces papiers, on vous indique très fréquemment de cocher une case: célibataire, marié, concubin parfois en France avec le Pacs. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Et c'est ça le statut des célibataires. Et c'est ce qui m'a intéressé, de comprendre cette expérience commune du célibat. Et on détaillera ensuite ce qui, aux États-Unis, hein, dans le cas. Mais je pense que c'est ce qui est dit là, c'est valable pour les États-Unis, mais le statut est le même partout. L'exemple le plus frappant, et c'est comme ça que je démarre l'ouvrage, c'est la fiscalité. Et si vous êtes célibataire dans la salle, si vous payez des impôts, ben, vous devez savoir que les couples mariés à revenus équivalents paient moins d'impôts. Et qu'on a construit un code fiscal en France et ailleurs sur ce qui était évoqué, hein, l'ordre matrimonial. On donne une prime au mariage depuis très longtemps, hein, et on pourra en refaire l'histoire dans tous les pays. Et donc on donne, et par contre il y a une pénalité pour le célibat, et on vous fait payer en quelque sorte, hein, le fait que vous êtes célibataire. Et c'est ce qui caractérise toutes les personnes qui m'ont intéressé. C'est pas leur histoire d'amour ou leur recherche d'un concubin ou d'une conjointe, hein, il y a d'autres personnes qui ont travaillé cette question-là. Ce qui m'a intéressé, c'est de regarder le célibat comme un statut. Et donc, tous les célibataires qui sont dans le livre partagent une expérience commune. Ils ont tous un statut, et toutes un statut de célibataire. Et ils cochent tous la case de célibat au moment de remplir leur déclaration fiscale. Et à un moment, ils vont en avoir ras-le-bol de payer plus d'impôts, et ils vont se faire entendre dans les années 60. Si on détaille un petit peu la définition de ce mot de célibataire, est-ce que ça touche forcément des gens qui ne sont pas en couple? Je pense aux couples homosexuels notamment. Comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question, et ça a été la plus difficile à résoudre. Quand on fait une recherche, on doit affiner la catégorie et se demander sur qui on travaille. Et sans doute la catégorie de célibataire est la plus confuse. Et je pense qu'ici, là, en voyant vos visages dans la salle, on pourrait trouver plusieurs formes du célibat
qui sont souvent un peu mélangés. On mélange pêle-mêle des très jeunes, il y en a dans la salle. On est tous célibataires, hein, personne ne n'est marié. Et donc, comme dans votre jeunesse, tout le monde est célibataire. On a un taux de célibat qui est proche jusqu'à 18 ans, qui est proche de 98-99%. Donc, il fallait vraiment que je définisse l'âge à partir duquel on devient célibataire. C'était un élément essentiel. Mais avant ça, avant de définir l'âge, comme je m'intéressais au statut, j'ai exclu 2 catégories particulières du célibat, qui sont le veuvage. Vous avez perdu votre conjoint. C'est un cas très particulier, important mais particulier, et le divorce. C'est-à-dire que vous redevenez célibataire, mais vous avez été marié. Et donc, j'ai pris la décision de ne m'intéresser qu'à celles et ceux qui n'avaient jamais été mariés. Et ce statut-là, il est très particulier, hein. C'est un statut politique, fiscal, économique, on en reparlera. Ne jamais avoir été marié, hein. J'insiste sur jamais. Les veufs l'ont été, les divorcés l'ont été. Il fallait ensuite choisir le critère d'âge et pour m'intéresser à ce que des démographes appellent le célibat définitif. Célibat définitif, c'est lorsque vous serez jamais marié. Voilà, c'est-à-dire que vos chances de se marier diminuent avec l'âge et on considère que votre célibat est définitif. Les démographes fixent un seuil assez haut, c'est 50 ans, donc quelque chose de très haut, et ça renvoie surtout à l'impossibilité pour les femmes de procréer, hein. Donc c'est un choix qui a été fait avec des considérations biologiques très fortes. J'ai décidé d'abaisser le choix, en particulier pour le début de la période, de l'abaisser à 35 ans pour m'intéresser à la manière dont le code fiscal, par exemple, définit un célibataire. Pour le fisc aux États-Unis, à partir de 35 ans, si vous n'êtes jamais marié, vous commencez à payer des impôts sur la grille fiscale des célibataires. Et donc, je me suis intéressé à cette limite d'âge de 35 ans en abaissant la limite d'âge haute, hein. Et donc, dans le livre, je travaille uniquement sur des hommes et des femmes de plus de 35 ans qui n'ont jamais été mariés. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce système matrimonial, comme il se construit? Vous avez parlé de l'aspect fiscal, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects médicaux également qui sont quand même très frappants. C'est-à-dire que quand on est célibataire, vous nous direz exactement dans quelles circonstances, mais on bénéficie pas forcément du même accès à la médecine. Il y a évidemment un aspect moral, religieux, politique. Alors, il y a toute une série, quand on regarde de très près le droit aux États-Unis, c'est un droit qui est très marqué par le droit de la famille et qui donne des avantages aux couples mariés. Et ça s'inscrit partout dans la société et dans les États aux États-Unis, puisque le droit de la famille, ce n'est pas un droit national, hein, mais c'est un droit des États. Donc chaque État adopte son propre droit à la famille. Et quand on regarde de près, on voit bien qu'il y a toujours une ligne, jusqu'aux années 60-70, on distingue tout le temps dans le droit les individus mariés des individus célibataires. Prendre qu'un exemple qui a été évoqué à l'instant, en 1960, lorsque la pilule est généralisée aux États-Unis, un moment extrêmement important pour le droit des femmes, hein, bien évidemment, 5 ans plus tard, la Cour suprême prend une décision très importante qui limite l'accès à la pilule aux seules femmes mariées. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas accès aux outils contraceptifs. C'est une décision très forte, hein, et il faudra 7 ans de combat que j'évoque dans le livre, hein, pour qu'on efface cette distinction matrimoniale. De la même manière, je pourrais multiplier les exemples, hein, pour obtenir un droit bancaire, pour acheter un logement, pour la fiscalité, pour le droit testamentaire, pour des enjeux économiques très particuliers, pour vos contrats professionnels. Les femmes, pendant longtemps, signaient, si elles n'étaient pas mariées, une promesse de démissionner si elles venaient à se marier. Les institutrices, les infirmières, hein, signaient des contrats que j'ai retrouvés, et en bas du contrat, il y avait une clause où elles signaient, elles promettaient, en cas de mariage, de démissionner, parce qu'on pensait qu'elles ne pouvaient pas être institutrices et mariées, infirmières et mariées. Et donc ce droit matrimonial, hein, il est, l'air de rien, il est partout. Et on pourra parler de la France pendant les questions si vous voulez, mais je crois qu'en France aussi, il est très présent. Il y a vraiment une ligne assez invisible,
Pour la connaître, il faut être célibataire, souvent, avoir l'habitude de payer plus d'impôts et se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui sont pas les mêmes en fonction de votre statut matrimonial. Mais aux États-Unis, cette ligne a été très forte jusqu'aux années 60-70. Sur le registre des représentations, la manière dont on évoque cette question dans la société américaine, là aussi, j'aimerais bien que vous décriviez un petit peu le paysage, et je pense à une phrase toute récente de J.D. Vance, le vice-président américain, qui parlait, je crois, de crazy cat ladies, c'est-à-dire des vieilles filles folles à chat, entre évidemment plein de guillemets. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ces représentations qui sont peut-être parfois aussi plus fines que celles-là, mais... Elles peuvent être fines ou elles peuvent ne pas l'être. Ça dépend des moments. Et globalement, pour aller très vite, les célibataires sont mal vus, mal perçus aux États-Unis. Je cite au début du livre un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de la vieille fille et le jeu du vieux garçon, qui consiste à se On parle débarrasser. vraiment d'un jeu de société. Société, oui, c'est un jeu de cartes, et ça consiste à se débarrasser au plus vite de la carte du célibataire ou de la célibataire. Il faut pas rester célibataire. Voilà, et c'est un jeu que les enfants utilisaient, jouaient au 19e siècle, qui est très populaire au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et on a globalement une représentation très négative et des hommes et des femmes. Alors, c'est un peu différent pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, pardon, ce que vous évoquez, la crazy cat lady, la vieille folle avec ses chats, la vieille fille avec ses chats, est très présente partout. Dès le- dans la culture populaire, il y a beaucoup de livres, beaucoup de films, et en plus il y aura des dessins animés. Enfin bref, on voit très souvent cette figure de la vieille fille à chat qui n'est pas mariée et qui vit avec ses animaux. On parlera peut-être des animaux de manière plus sérieuse tout à l'heure et du rapport des célibataires aux animaux. Mais dans les représentations, c'est vu comme négatif, comme étrange. Et ça renvoie à l'image de la sorcière, à la vieille image de la sorcière dans les sociétés. Et donc cette vieille fille avec ses chats, elle est curieuse, elle est énigmatique. Le garçon, il est plus vu comme quelqu'un d'égoïste et qui fait le choix de ne pas se marier et qui privilégie son bien-être personnel au détriment de la famille et de la société. Et souvent, on le compare à un voyou. On explique qu'il est quelqu'un de très dangereux, qui met en péril la société et la famille aux États-Unis en refusant de se marier et en refusant de devenir un bon père de famille. Ce qui est plus frappant et que j'ai découvert, c'est que les savoirs médicaux, qui deviennent très importants au début du XXe siècle, renforcent ces préjugés contre les célibataires. On les accuse d'être des dégénérés physiques, psychologiques, en abondant des traités médicaux, des articles médicaux qui montrent toutes les tares des célibataires et qui expliquent leur célibat par des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Cette image du célibat comme une forme de dégénérescence est très présente au début du XXe siècle, et de manière surprenante, comme il vient d'être dit. J.D. Vance, aujourd'hui, aux États-Unis, quelqu'un comme Donald Trump ou J.D. Vance, recycle cette idée de la vieille fille à chat et cette idée qu'il y a encore des femmes qui refusent de se conformer à leur devoir matrimonial et procréateur et qui restent des vieilles filles à chat. Dernière remarque peut-être, on a beaucoup utilisé la formule de vieille fille et vieux garçon. Ces formules, elles sont intéressantes, elles sont très présentes dans la culture populaire ou dans le langage courant. Je suis persuadé que dans vos familles, on a dû vous dire de quelqu'un, c'est une vieille fille ou c'est un vieux garçon. J'en suis persuadé en le lisant discrètement et le soir, et en parlant avec une forme de regret, et en vous expliquant pourquoi il est resté vieux garçon, vieille fille. Et je suis persuadé, dès que je présente le livre, tout le monde a des histoires, donc je suis sûr que vous aurez des histoires de vieilles filles et de vieux garçons. Mais le terme est intéressant pour deux raisons. Un, il y a l'enjeu de l'âge, vieille et vieux, qui montre bien que le célibat devient un problème en vieillissant. Jeune, c'est pas un problème. Jeune, dans toutes les sociétés, le célibat est vu comme quelque chose de très festif. Et un passage important, il y a des fêtes en France, la fête des Catherinettes que vous connaissez peut-être. Il y a des rituels du célibat, on célèbre les célibataires, hommes et femmes. Et jeunes, ça ne pose pas de problème. Au contraire, on a besoin d'avoir ce moment où on est célibataire et on a droit à une vie de célibataire. Avec l'âge, ça pose un problème, d'où vieux et vieille. Le deuxième terme qui est très intéressant, c'est garçon et fille, qui est utilisé aussi et qui a son équivalent en anglais, et qui agace beaucoup les célibataires parce qu'il les renvoie à leur incomplétude, au fait qu'ils ne sont pas complètement finis.
et qu'ils sont toujours des filles et des fils de leurs parents. Comme ils ne sont pas mariés, ils restent des fils et des filles éternels. D'où l'appellation de euh, garçons et filles. Je cite dans le livre que les cowboys dans l'Ouest américain, et beaucoup sont célibataires, mais ils en ont marre d'être appelés des boys en fait. Surtout qu'aux États-Unis, ça a une dimension raciste qui renvoie aux Afro-Américains. Ils ont 35, 40 ans, 45 ans, et on les appelle toujours des garçons, en quelque sorte, ou comme dans Garçon de ferme, qui est utilisé en France. Et donc, ça renvoie toujours à ce caractère non fini des individus qui sont célibataires. Ils sont pas encore devenus des adultes, ils sont toujours des enfants de leurs parents. Il y a aussi une dimension de menace, de danger pour le reste de la société. Ça apparaît notamment dans les mesures de zoning, de spatialisation, d'exclusion spatiale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques situations de ce type-là? Alors, les femmes sont vues comme une menace parce qu'elles refusent de procréer. On estime qu'avoir des enfants dans un cadre non marital est un cadre illégitime. Et donc, en agissant ainsi, elle menace l'avenir de la nation aux États-Unis. Au début du XXe siècle, on parlait de suicide de la race blanche pour dénoncer ces femmes célibataires, dont beaucoup étaient très éduquées, venaient des milieux protestants de la côte Est, donc étaient passées par l'université et souvent ne voulaient pas se marier par choix et ne pas avoir d'enfants. Donc, on les voyait comme une menace pour l'avenir démographique. Exactement comme J.D. Vance s'inquiète beaucoup du choix de ces femmes de ne pas avoir d'enfants et de ne pas se marier. Pour les hommes, c'est très lié à leur statut professionnel. Ces hommes sont, contrairement aux femmes, sont très peu éduqués, ont pas de diplôme, ne dépassent rarement le niveau du lycée, sont beaucoup issus au début du XXe siècle des mouvements migratoires aux États-Unis. Ils arrivent d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud. Et donc, ils travaillent dans les secteurs les plus dangereux de l'économie capitaliste. Ils sont travailleurs agricoles temporaires. Ils travaillent dans les mines. Ils travaillent j'ai un trou là, mais peu importe. Dans les mines, industries extractives. Bref, tous les secteurs de la mobilité. Il m'en manque un, mais ça va revenir. Et donc, ils circulent beaucoup. Ces hommes célibataires, et ils circulent pour une raison simple, c'est qu'ils doivent aller chercher du travail et de nouveaux contrats de travail dans les mines, dans le secteur agricole. Et donc, on les voit comme des menaces. Et beaucoup de villes font passer soit des mesures de zoning qui leur interdisent de rester dans des zones où il n'y a que des familles, soit parfois, et encore de manière plus violente, leur interdisent simplement de rester dans la ville où ils ne doivent faire que passer parce qu'on les voit comme des menaces physiques pour la quiétude et le calme des villes. Et donc, ces célibataires masculins sont vus comme très dangereux. Alors, il y a un personnage célébrissime qui est celui de Charlot, qui traverse justement tous les métiers typiques des célibataires dans ses films, qui est lui-même un personnage célibataire. Alors, c'est un peu contradictoire parce que d'un côté, on a cette exclusion massive, cette stigmatisation, et de l'autre côté, une des premières superstars avec Charlot. Comment ça fonctionne? Ce qui est intéressant, c'est que la culture populaire aux États-Unis, le cinéma, la littérature, la musique vont souvent célébrer les célibataires, parce que souvent dans le monde de la culture, il y a beaucoup de célibataires aussi. C'est des espaces où ils peuvent plus facilement réussir et travailler. Dans le monde de la nuit aussi, il y a beaucoup de célibataires, donc les deux étant liés, on a une forte présence des célibataires dans ce monde-là. Donc Charlot et Chaplin font partie des cinéastes, mais il y en aura d'autres ensuite, où il y a eu de très grandes chansons sur le célibat, ou de très grands textes littéraires qui vont célébrer la route et le fait de ne pas se marier, qui mettent en avant les célibataires. Donc Charlot le fait de manière... Chaplin fait de Charlot un célibataire qui exerce, comme vous l'avez dit, tous les métiers de célibataire avec beaucoup d'émotion et beaucoup de poésie. Mais juste pour préciser les choses, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces préjugés-là n'ont rien à voir avec la réalité de la vie sociale des célibataires. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est sortir de ces préjugés-là. C'est-à-dire oublier tout ça, oublier les vieilles filles à chat et le reste, pour m'intéresser à ces femmes et à ces hommes, les regarder de près. Et ce qui est décrit n'a strictement rien à voir avec tous les préjugés à l'encontre des célibataires. D'un côté, on a tous ces stéréotypes extrêmement puissants, et de l'autre, on a finalement cette collection d'histoires humaines, parce que c'est beaucoup ça qu'on traverse dans le livre, c'est des histoires, des trajectoires humaines qu'on saisit à travers des
des petits passages qui sont soit des moments de vie que vous saisissez à travers les archives, et vous nous parlerez de ces archives, soit à travers la photographie, puisque la photographie est également très présente dans le livre. Il y en a une qui me revient à l'esprit, parce qu'elle est assez frappante, c'est un homme alors, dont on comprend qu'il est célibataire parce qu'il est dans son espace de vie et on voit bien qu'il n'y a que la place pour une personne. Il est en train de repriser ses chaussettes. Je ne sais plus de quand date la photo, mais elle paraît assez ancienne. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces vies que vous avez saisies et comment est-ce que, parce que Bourdieu, lui, il avait ses paysans célibataires en face de lui et là, ce n'est pas le cas. Et comment est-ce que vous avez accédé à ces vies un peu cachées finalement? Alors, peut-être par rapport à ce que fait Bourdieu, moi j'ai essayé d'aller chercher ces célibataires. Parce que Bourdieu, finalement, il les laisse sur le côté et on ne sait pas trop ce que pensent ces hommes et ces femmes. Moi, j'ai essayé d'aller les chercher et de raconter cette histoire-là à travers leur propre regard, à travers leurs yeux, à travers leurs journaux intimes, à travers les lettres. J'ai beaucoup utilisé ce qu'on appelle en histoire les écrits de l'intime. Hein. C'est ce que vous racontez de vous-même et la manière dont vous vous racontez pour sortir de tous les préjugés à l'encontre des célibataires. Il y a vraiment à éviter cela, les préjugés des médecins, des juges, des avocats, de la famille. Vraiment essayer de raconter cette histoire-là en écoutant, en donnant la parole à ces célibataires. Et vous avez raison, j'ai beaucoup utilisé, alors c'est dommage qu'on n'ait pas les photographies de célibataires pour une raison très simple. Je suis allé chercher des photographies parce que les hommes ne disaient rien. J'avais beaucoup de mal à entendre parler les hommes célibataires. Alors pourquoi est-ce que les hommes ne disent rien? Déjà parce on apprend aux hommes dès la plus petite enfance à ne jamais parler d'eux, donc à se taire. Et en tout cas à se taire de leur propre expérience, de ce qu'ils peuvent vivre, et notamment de quelque chose d'aussi intime que le non-mariage, le fait de ne pas s'être marié. Et je voyais bien, au fur et à mesure de l'écriture du livre, je tombais sur beaucoup de traces de femmes, parce que les femmes, comme je l'ai dit, étaient très éduquées, et donc elles tenaient des journaux intimes, elles écrivaient des lettres, elles parlaient beaucoup d'elles, et elles ont l'habitude de parler d'elles, ou elles parlaient des autres, de leur vie personnelle, de leur vie familiale, mais les hommes parlaient très peu. Et à un moment, j'en étais arrivé même au stade où je pensais ne pas pouvoir écrire le livre parce que je voulais avoir des hommes et des femmes ensemble. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'acheter des photographies, et j'ai trouvé un corpus extraordinaire de photographies. J'en ai utilisé qu'une toute petite partie pour le livre. Et il a été décrit, c'est dans le chapitre 7, mais il y a trop de post-it, je vais pas réussir. Mais je veux vous montrer cette photo parce que je la trouve, moi aussi, je les trouve très belles, ces photographies. Et elles ont donné lieu à un débat avec l'éditeur, La Découverte, qui n'en a pas voulu. Moi, je voulais qu'elles soient les photos de couverture. Elles sont là, alors on les voit pas bien. C'est une série de photographies qui a été prise dans les années 30, à un moment où les photographes, merci, les photographes avaient plus de travail, donc l'État fédéral, le New Deal, ce grand mouvement politique défendu par Roosevelt, décide d'embaucher en masse des photographes pour leur donner du travail. Et ces photographes vont se rendre dans les villes, dans les campagnes, et ils vont adorer voir les célibataires. Et notamment ce célibataire-là, il y en a plein d'autres, qui s'appelle John Bastia, qui est un immigrant italien, qui a eu une vie de peu, qui a travaillé d'abord dans les mines, et puis ensuite il va travailler dans l'industrie forestière. Comme bûcheron, et dans les années 30, il a plus de travail. Et donc, il vit tout seul au milieu des forêts, dans une toute petite cabane. Il vit seul. Et le photographe s'appelle Russell Lee, le voit et prend beaucoup de photos de lui. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a été dit. Sur ces photos, il est en train de repriser ses chaussettes, et sur une autre, il est en train d'étendre son linge. Et les photographes proposent ces photos-là à Roosevelt et au New Deal, et le New Deal dit sûrement pas. On va pas montrer ces photos d'hommes en train de faire des activités de femmes, puisque nous voulons au contraire renforcer la force de l'homme marié, du travailleur marié, et il est hors de question de mettre en avant ces photos d'hommes en train d'avoir des activités féminines, puisqu'ils sont célibataires et donc ils vivent seuls. Et donc je voulais ces photos-là, et les décisions de La Découverte ont dit la même chose que Roosevelt. Elles ont dit non, en trouvant la photo trop misérabiliste. Voilà, donc on a eu une longue discussion, et je vais pas dire du mal du tout des éditions parce qu'elles ont été formidables, mais on était en désaccord sur la photographie de couverture. Et on peut peut-être parler de la photo qui a été choisie. C'est pas mon choix. Non, mais pas du livre, mais par l'administration Roosevelt sur le New Deal.
Alors c'est une photographie très célèbre qui s'appelle Mère immigrante, Migrant Mother, qui a été faite par une photographe qui s'appelle Dorothy Lange, que vous connaissez probablement. C'est une femme qui a un regard d'ange, de Pietà, qui est avec son enfant. Et de manière intéressante, cette femme est mariée et elle attend son mari qui est parti réparer un pneu. Donc on est complètement dans les stéréotypes du mariage et de l'ordre matrimonial. Et donc on préfère mettre en scène une femme qui attend son mari avec son enfant plutôt qu'un célibataire qui est en train de recoudre ses chaussettes trouées. Alors, il y a un autre fil qui traverse le livre, c'est celui de la place de ces célibataires aux multiples facettes, comme finalement étant au service des autres, au service de la société, en tout cas comme remplissant des fonctions que d'autres ne veulent pas, ne peuvent pas, ne vont pas en tout cas accomplir. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut assumer jusqu'au bout? Est-ce que ça fonctionne, cette idée-là, de manière massive? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est un élément essentiel, et à l'opposé de l'argument sur l'égoïsme des célibataires, l'égoïsme des hommes qui préfèrent rester seuls et ne pas s'occuper des autres, ou des femmes qui font un choix de ne pas se marier et d'avoir des enfants, le livre montre complètement l'inverse. Ce sont aussi bien pour les hommes et pour les femmes des individus qui sont au service des autres. Pour les femmes, elles sont au service de la famille. Ça, c'est un point extrêmement fort. Et beaucoup de ces femmes, et ça, je suis persuadé que dans vos familles ou dans vos histoires familiales, vous avez dû entendre raconter cette histoire de l'une des filles de la famille qui va, entre guillemets, se sacrifier pour s'occuper des parents et qui va ne pas se marier et qui est restée dans la maison familiale. C'est un choix qui est très présent dans le livre, et je raconte ce choix-là, que moi, je ne vois pas comme un sacrifice, mais je vois au contraire comme une éthique du dévouement, une envie de servir les autres, et aussi une attente en contrepartie qui est forte et qui passe par, pour ces femmes, l'attente de l'héritage. On pourra en parler pendant les questions, mais si elles acceptent de prendre soin d'un parent malade ou des parents malades ou d'un frère ou une sœur handicapée, c'est souvent le cas dans le livre, c'est parce qu'elles attendent en retour l'héritage de la maison ou de l'appartement. Ces femmes aussi vont massivement servir les autres dans les activités professionnelles qui sont les leurs, et on pense que les femmes célibataires doivent prendre part aux activités de soins des autres, qu'on appelle aujourd'hui des activités de care, comme le soin des personnes, l'éducation, etc. Toutes ces activités de prise en charge des autres, et notamment des plus vulnérables. Et enfin, les hommes, pour compléter le tableau, ces hommes sont très souvent invités, comme je l'ai déjà dit, dans les secteurs les plus difficiles du monde capitaliste, le secteur agricole, le secteur de la mine, et le secteur des transports, qui sont les secteurs invisibles du capitalisme. S'il y a capitalisme, il y a des grandes usines. Ici, nous avons aujourd'hui des chaises, des tables en bois, et nous pouvons circuler. C'est que derrière tout cela, il y a dans les cales, il y a des hommes qui exercent des activités très très dures pour aller extraire les matières premières. Et bien souvent, ce sont des hommes célibataires, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient mariés, parce que là, cette activité professionnelle est trop mobile, trop difficile, et elle est vue par les employeurs comme incompatible avec une vie d'homme marié, et parce qu'on sait très bien que les hommes mariés vont pas rester longtemps. Donc, pour répondre à la question, les célibataires sont au service des autres, au service de la société, au service de l'économie, et on est très très loin des vieilles filles à chat ou des hommes égoïstes. On est plutôt dans le schéma inverse. Alors là-dessus, on a l'impression qu'il y a quand même des évolutions historiques très importantes. Vous parlez de l'impact des guerres, par exemple, alors qui d'ailleurs, par exemple, sur les Afro-Américains, on sait bien que les guerres ont marqué des moments ensuite d'intégration forte, puisque quand on va mourir au combat et qu'on risque sa vie, après, on se trouve dans une position différente dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Et puis aussi, quand est-ce que ça change? Puisqu'on a quand même l'impression de voir aussi des périodes plus récentes où la figure du célibataire peut devenir aussi positive. Vous parlez de l'exemple du disco, par exemple, de la mise en scène de célibataires, je dirais, épanouis, heureux, positifs, en d'autres termes. On a l'impression que maintenant, il y a une espèce d'énorme backlash, en tout cas au niveau fédéral aux États-Unis. Comment est-ce que ça se scande dans l'histoire? Alors, ça se scande de manière très simple. Plus on veut défendre la famille, plus on attaque les célibataires.
Il y a vraiment une équation qui est très forte, hein. Toutes les présidents ou les régimes qui ont voulu défendre ardemment la famille et l'ordre matrimonial s'en prennent très très vite aux célibataires. À côté de cela, il y a des phases d'émancipation fortes. Il y a des moments où on a besoin des célibataires et on leur accorde des droits importants. Vous l'avez évoqué, la Seconde Guerre mondiale, c'est un premier âge d'or des célibataires, puisqu'on va avoir besoin d'eux de manière très forte. Et ce sont des célibataires, hommes et femmes, qui vont faire tourner le pays pendant la guerre, dans les usines, qui vont travailler jour et nuit. Des hommes vont reprendre du service, des hommes âgés, malgré leur rhumatisme, malgré leur fatigue. On va avoir besoin d'eux pour réparer les trains, faire circuler les trains, qui sont indispensables au transport des hommes et des marchandises. Donc les célibataires vont jouer un rôle très important. Et ils vont connaître une gigantesque déconvenue, c'est ce que je raconte dans le livre, après la guerre. La période d'après-guerre est un moment où aux États-Unis, en pleine guerre froide, on va vouloir défendre à nouveau la famille et on va faire de la famille traditionnelle, du couple marié, le modèle de l'identité aux États-Unis. Vous êtes américain si vous êtes marié. Et donc tous les gens qui ne sont pas mariés sont étranges, curieux, et il faut s'en méfier. Le célibataire, je le dis dans le livre, le plus célèbre des années 50-60, c'est Norman Bates, le psychopathe du film d'Hitchcock, Psychose, qui vit avec sa mère. À nouveau, la famille du célibataire. Il ne vit pas seul, mais il vit avec sa mère. Mais il tue des femmes sous la douche parce qu'il est atteint de graves problèmes psychologiques et psychiatriques. Et c'est un psychopathe, un tueur, enfin on ne dit pas encore tueur en série, mais c'est comme ça que Norman Bates est décrit. Et donc ces célibataires sont très frustrés, et cet effet de balancier crée chez elles et chez eux un vrai ressentiment, un vrai sentiment d'injustice. Pour prendre qu'un exemple très concret et plutôt amusant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces femmes célibataires demandent à créer une fête des vieilles filles dans le calendrier aux États-Unis. Elles disent à juste titre que dans le calendrier, il n'y a jamais de moment où on fête le célibat. Il y a des fêtes, surtout aux États-Unis, il y a des grandes fêtes de famille, Thanksgiving ou d'autres, il y a Noël, il y a des grandes fêtes, la fête des mères, la fête des pères. Il y a des grandes fêtes de célébration de la famille et de la parentalité, mais il n'y a jamais de fête, de moment où on célèbre les célibataires, alors qu'elles disent qu'elles jouent un rôle très important. Elles sont tout le temps demandées, à la fois par la société, qui leur demande de travailler pendant la guerre, on leur demande de prendre soin dans les écoles du dimanche à l'église, dans les associations. Elles sont très présentes, elles travaillent beaucoup. Et on les remercie jamais pour cela. Et donc, elles vont décider de mettre en place une fête. Et de manière assez drôle, elles évoquent le fait qu'on doit leur offrir des cadeaux. Parce qu'elles disent, et ça revient souvent chez les célibataires, que les célibataires passent leur temps à offrir des cadeaux aux autres, notamment au moment des fêtes de famille, et qui sont souvent très sollicités quand ils sont oncles et tantes pour garder les enfants. Et je vois que ça vous fait rire, donc vous avez peut-être vécu cette situation-là, parce qu'on estime que vous avez du temps, que vous êtes disponible, etc. Mais qu'il n'y a jamais de cadeaux qui sont faits aux célibataires. Et donc, elles vont proposer cette fête des vieilles filles, qui va durer quelque temps dans certains États aux États-Unis, pour célébrer leur retour. Mais comme vous l'avez dit, et je vais m'arrêter là, il y a un moment où les années 60 sont une période intéressante parce que comme on dit en sciences sociales, le stigmate s'inverse. C'est-à-dire tout ce qu'on dénonce chez vous, ce qu'on dénonce chez les gens, à un moment donné, vous vous en emparez et vous dites l'inverse. Pour le dire très simplement, pendant des années, on a dépeint les célibataires comme étant frustrés, tristes, maussades, vivant seuls. Dans les années 60, c'est l'inverse qui se produit. Et il y a un terme qui le caractérise bien, que vous connaissez, c'est le terme de single, qui est devenu très à la mode et très moderne. Ça devient tendance d'être single dans les années 60, 70. Et à l'inverse, ces célibataires disent, finalement, on est plus heureux, plus émancipés, et beaucoup moins frustrés que les gens mariés. Le mariage, c'est peut-être pas le lieu dont tout le monde a rêvé, c'est peut-être un lieu beaucoup plus triste. Et donc, avoir une vie de célibataire, c'est formidable. Et c'est ce qu'on dit dans les années 60-70. On a des psychologues qui vont expliquer que pour être heureux ou heureuse, il vaut mieux rester célibataire. Et je le dis de manière humoristique dans le livre, mais une musique qui va totalement incarner la libération des célibataires et qui fait drôlement écho à Pierre Bourdieu, au bal des célibataires, c'est la musique disco. Le disco, c'est une musique très individualiste d'hommes et de femmes qui ne sont pas mariés. Vous avez toutes et tous vu La fièvre du samedi soir. C'est un homme célibataire qui danse. Et il danse pas pour se marier. Il danse juste pour se faire plaisir,
pour trouver une compagne d'un soir, mais il n'y a aucune envie d'aller chercher quelqu'un pour se marier. Et donc la musique va incarner une promesse d'émancipation, une promesse libératrice, mais comme vous l'avez dit, elle va aussi incarner un très très fort backlash, hein, cette musique-là. J'évoque dans le livre quelque chose que peut-être Elie Comins connaît, hein, qui est la nuit de démolition, la nuit de la démolition du disco en 1979 à Chicago, où un disque jockey va appeler, un disque jockey conservateur, va appeler les habitants de la ville à venir brûler leurs disques dans un stade de Chicago pour protester contre la musique disco, qui est vue contre une musique maléfique, homosexuelle, non matrimoniale. Et donc, il va y avoir un autodafé de disques disco. Hein. Vous avez des vidéos, c'est assez incroyable. Mais ça anticipe par bien des aspects ce que nous connaissons malheureusement aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, alors on en est où? Parce qu'on a l'impression là de signaux quand même assez contradictoires. On a cet héritage de la culture des années 60-70, on a le développement des apps de rencontres, et puis de l'autre côté, on a tous ces discours qu'on voit au sommet de l'État américain. On a le modèle, je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas cette figure de la tradwife, vous savez, d'invention d'une femme traditionnelle au foyer, etc. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, vous êtes historien, je sais, mais dans le fil de l'histoire, comment est-ce que vous percevez la situation actuelle qui paraît assez paradoxale? En tout cas, c'est peut-être parce qu'on a le nez dessus. Alors, peut-être pour résumer la tendance générale, la situation s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, les célibataires ont obtenu ce qu'ils et ce qu'elles voulaient, à savoir une égalité de droits. Ils n'ont jamais revendiqué d'avoir plus de droits que les couples mariés, mais ils voulaient moins de pénalités que les couples mariés. Et aujourd'hui, globalement, aux États-Unis, on a une égalisation qui va s'opérer à partir des années 60-70, où on va effacer la distinction matrimoniale. On va l'effacer de manière parfois un peu forte. Hein. Par exemple, on va supprimer le fameux mademoiselle dans les papiers aux États-Unis. On va utiliser un neutre, hein, Ms, à la place de Miss, mais qui est important, qui va être une grande revendication des femmes aux États-Unis. On sait qu'en France aussi, c'est un enjeu fort, hein, dans la société française, de supprimer ce mademoiselle, hein, pour appeler que madame soit utilisée sans distinction de statut matrimonial. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, vous pouvez, même si vous êtes célibataire, acheter une propriété dans un quartier où il y a essentiellement des couples mariés. On a, au niveau fiscal, c'est à peu près la même chose. On vous prête sans problème un prêt bancaire. Il n'y a plus du tout les mêmes discriminations que dans le passé. Il y a encore des points qui sont un peu problématiques, qui sont revendiqués en ce moment par les célibataires. Je prenais qu'un exemple très concret, dont on peut parler, si vous voulez faire des comparaisons avec la France. C'est la discrimination en matière de sécurité sociale aux États-Unis. Depuis 1930, depuis les années 30, hein, les Américains bénéficient d'une sécurité sociale. Ils ont tous une carte de sécurité sociale. Mais très vite, pour que le programme soit adopté dans le pays, on va favoriser les couples mariés qui ont un droit que n'ont pas les célibataires, qui est de choisir, en cas de décès de la personne qui contribue à la pension, hein, de choisir à sa mort, si elle venait à mourir avant de toucher sa retraite, elle peut choisir son concubin ou sa concubine comme ayant droit. Ce qu'en France, on appelle une pension de réversion. Vous connaissez peut-être, qui est très simple, hein, qui existe partout. Mais ce droit-là n'est pas accordé aux célibataires. Et donc, il y a une revendication forte, hein, notamment dans les couples homosexuels, et notamment, j'en parle à la fin du livre, depuis l'épidémie de sida dans les années 80-90 aux États-Unis, il y a une revendication très forte pour permettre la reconnaissance d'un ayant droit en cas de décès, parce que là, il y a une forme d'injustice. Hein. Vous vivez quelqu'un avec 30 ans, 40 ans, et finalement, si vous venez à mourir d'un accident, il n'est pas ayant droit, alors qu'un couple marié qui a connu la même vie est un ayant droit. Donc globalement, la situation s'est nettement améliorée. Je pense qu'aujourd'hui, être célibataire n'a rien à voir avec ce que c'était il y a un siècle. Ceci étant dit, il est très frappant de voir un retour, hein, de l'ordre matrimonial, un retour des attaques contre les célibataires et notamment les femmes. Et je conclus le livre là-dessus. Vous avez évoqué la vieille folle avec ses chats. Ça revient de manière très forte, et pas du tout de manière humoristique, hein.
vous devez tous connaître la série des Simpsons, hein, qui incarne la vieille folle avec les chats la plus célèbre des États-Unis. Hein, tout le monde la connaît. Mais là, c'était fait de manière humoristique. C'était un personnage qui était drôle et qui avait un côté pince sans rire. Là, on n'est plus tout dans un mode humoristique, on est dans le mode de l'injonction pour les femmes à faire des enfants et à se marier au plus vite. Et je prendrai qu'un exemple. Lors de la grande loi, j'ai oublié le terme de Trump, l'extraordinaire loi fiscale, The Great, je ne sais plus comment il l'a appelé, mais la plus belle loi fiscale qui avait jamais été votée dans toute l'histoire des lois fiscales depuis la Révolution. Trump a mis en place ce qui s'appelle officiellement un compte Trump, hein, qui est un compte que vous pouvez ouvrir au moment de votre déclaration fiscale, qui vous permet de déduire une partie de vos revenus pour ouvrir un compte à vos enfants, à condition que vous soyez mariés. Et donc, il rétablit progressivement la pénalité fiscale pour les célibataires. C'est-à-dire que dans vos revenus, c'est ce que reprochaient les célibataires dans les années 60, il y a des avantages fiscaux très importants pour les célibataires. Pour les familles, les couples mariés. Et c'est vu comme une injustice. Hein. Et j'insiste peut-être sur ce point en 30 secondes. C'est vu comme une injustice dans les années 60 comme aujourd'hui, parce que les célibataires vivent rarement seuls. Ils sont souvent soutiens de famille. Ils s'occupent de leurs parents, ils s'occupent de leurs frères et sœurs, handicapés, malades. Et c'est ce qu'ils réclament. Ils réclament simplement de reconnaître ce qu'en France, on appelle depuis quelque temps des aidants. Et dans le mouvement de protestation par lequel je commence le livre, alors ils n'utilisent pas du tout le terme d'aidant parce que c'est un terme d'aujourd'hui, hein, mais ils disent simplement c'est injuste qu'on paye plus d'impôts parce que nous formons aussi une famille différente. Certaines adoptent des enfants, certains, même des hommes, vont le faire, adoptent des enfants, s'occupent de leurs parents, s'occupent de leurs frères et sœurs handicapés, et donc ils forment famille, des familles atypiques, des familles différentes, des familles qu'on appelle aujourd'hui recomposées, et qui sont pas suffisamment reconnues à leurs yeux. Donc globalement, on a amélioré la reconnaissance de ces familles, mais il y a une inquiétude à avoir aujourd'hui. On voit très bien que l'administration Trump est plutôt défavorable à ces familles, que la Cour suprême, qui avait beaucoup aidé à la reconnaissance de ces familles atypiques, est plutôt en train de reculer cette question-là. Et donc, on peut facilement envisager que dans les années à venir, les droits des célibataires régressent et qu'on revienne à une situation des années 50 avec les mêmes reproches qui sont faits aux femmes jamais mariées. Alors, il y a un autre fil qui apparaît un peu à toutes les périodes que vous décrivez dans le livre, c'est cette idée que celles et ceux qui ne s'inscrivent pas dans l'ordre matrimonial, souvent très simplement qui ne sont pas mariés dans un mariage hétérosexuel, s'entend, finalement ont une position aux marges de la société qui se trouve être aussi une position, comment dire, d'éclaireur, de pionnier, de pionnière. Il y a la figure de Taureau, par exemple, qui est vraiment une figure qui s'affirme comme une figure de célibataire, de cette vie dans la forêt, qui est aussi une des pensées qui fondent, au fond, l'écologie. Hein, c'est vraiment une des racines de cette pensée-là aujourd'hui. Il y a la figure de Rachel Carson aussi, d'ailleurs, également sur l'écologie, puisque Rachel Carson a publié ce livre aussi qui avait fait un énorme choc à l'époque, Silent Spring, le printemps silencieux, celui où on n'entend plus les oiseaux en raison de la pollution. Dites-nous en plus sur ces figures qui, au fond, vont venir alimenter la pensée, les arts, des formes de vie alternatives. Alors je fais l'argument dans le livre. Hein, il y a un chapitre entier qui est consacré au regard des célibataires, à la manière dont les célibataires regardent le monde. Et je fais l'argument que la place dans la famille, et cette place qui est toujours un peu discrète, un peu à l'écart, parce qu'on va leur donner dans la famille, puis dans les activités professionnelles, souvent une place un peu secondaire. On les voit peu, on les voit pas. Et donc, je fais l'hypothèse qu'ils portent un regard sur le monde qui est différent. Et j'en veux pour preuve toute une série de photographies. Et beaucoup de célibataires sont photographes. Ce regard-là, il est plus attentif aux autres. On l'a déjà évoqué. Les célibataires sont très largement investis dans des associations, dans des
dans les Sunday School, hein, les écoles du dimanche, dans les églises, hein, où ils participent beaucoup aux activités charitables et philanthropiques. Ils sont aussi dans des syndicats, dans les associations militantes. Ils sont très présents dans l'ensemble de ces activités, mais de manière plus intéressante, et ça a été une vraie découverte, ils sont aussi très sensibles à la nature et au monde qui les entoure, et au monde animal qui les entoure. C'est pour ça que dans le livre, j'inverse complètement le stéréotype de la vieille fille au chat. Et je le rends très positif, ce stéréotype. Puisqu'en effet, les célibataires vivent davantage avec des animaux et davantage avec la nature. Et j'observe, hein, si vous avez des questions, je pourrais détailler, mais toute une série de manières d'être au monde, d'être à la nature, d'observer les animaux, de vivre avec les animaux, avec les chiens, avec les chats, avec les animaux de ferme, de prendre en photo aussi ce monde-là, ce monde animal, de léguer sa fortune, par exemple. Une partie des célibataires mourant sans descendance lèguent sa fortune à des associations de défense des animaux. Et je montre que sur la lutte contre la vivisection, ce sont des célibataires féminines qui vont être les premières à dénoncer la souffrance animale dans les laboratoires en matière de véganisme. Les premiers clubs véganes sont créés au début du XXe siècle par des célibataires. Et donc, il y a un regard très, très intéressant sur le monde et la nature. Et on les voit aussi s'engager dans cette nature, la défendre. Je montre que les célibataires sont aussi pionniers, comme cela a été dit, en matière de randonnée. Les activités de randonnée vont être souvent dans la lignée de Henry David Thoreau, hein, dont il vient d'être fait mention. C'est un grand philosophe aux États-Unis, un philosophe transcendentaliste, hein, qui pensait que dans le rapport de l'homme à la nature, il y avait quelque chose d'extrêmement spécifique. Hein, et vous connaissez, je vois qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, mais vous connaissez sans doute le film de Sean Penn, Into the Wild, hein, qui est aussi une figure à la fois du célibat, mais du rapport exceptionnel qu'on peut entretenir à la nature, hein, jusqu'à se perdre, hein, définitivement dans la nature. Il y a beaucoup de célibataires qui sont dans ce cas-là, hein, qui vont être les premiers à ouvrir des sentiers aux États-Unis, à ouvrir des sentiers de randonnée, à créer des clubs de randonnée. Et l'exemple le plus étonnant, et je m'arrêterai là-dessus, c'est Rachel Carson, célibataire elle-même, qui va écrire le premier grand livre, hein, de défense de l'écologie aujourd'hui, hein, en 1962, Printemps silencieux, qui va dénoncer l'usage des pesticides dans l'agro-business aux États-Unis, hein, et c'est une question fondamentale encore aujourd'hui. Hein, on voit qu'en France, elle est brûlante, cette question de l'usage des pesticides dans le monde agricole. Et de manière très intéressante, quand en 1962, elle publie son livre, les élus conservateurs dénoncent son livre parce qu'elle est célibataire. C'est-à-dire que les arguments ne sont pas des arguments scientifiques ou politiques. On a besoin de se nourrir, on a besoin de l'agro-business, il faut nourrir 180 millions de personnes. Tout ça était audible. Non, l'argument est un argument lié à son statut matrimonial. Et on explique, hein, dans la presse ou au Congrès, on dit « elle est célibataire » et on compare son obsession pour la fertilité des sols, pour l'usage des pesticides, à son infertilité de femme. Et on explique qu'il y a un élu du Congrès qui dit plutôt que de s'occuper de l'agribusiness, elle ferait mieux d'aller voir un psychiatre pour l'aider à résoudre ses problèmes psychiatriques. Ce qui est très intéressant à nouveau, là on voit comment le célibat est quelque chose de totalement construit et fantasmé souvent, puisque Rachel Carson a une famille très importante. Elle vit avec sa mère une grande partie de sa vie. Elle va s'occuper de sa mère malade. Elle va vivre avec sa sœur aussi, qui a un fils. Et lorsque sa sœur décède, elle adopte son neveu. Et donc, elle forme famille. Une famille atypique, une famille qui n'a rien à voir avec la famille reproductive et traditionnelle. Mais quand elle écrit le livre, elle a un fils adoptif et elle vit avec sa mère. Donc, elle n'a rien à voir avec c'est ce mythe de la vieille fille au chat qui en voudrait au capitalisme états-unien et qui serait communiste ou socialiste. Mais plutôt, voilà, on est à nouveau quelqu'un dans le service des autres et qui porte un regard très intéressant sur l'évolution de la nature et du monde aux États-Unis. Pour complexifier un peu cette image, il y a quand même des groupes de célibataires aujourd'hui qui sont loin d'être du côté, on va dire, progressiste. Je pense au cas des incels, par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est un phénomène qui vous semble important? Est-ce qu'il est un peu anecdotique? Alors, les incels sont un phénomène assez récent. J'ai trouvé
assez peu Expliquez ce que c'est. les incels, c'est un mouvement qui se développe, un mouvement qu'on appelle masculiniste, hein, d'hommes célibataires, 30, 35, 40 ans, et qui rendent responsables les femmes de leur célibat. Et ce mouvement-là est très soutenu par Trump. Hein. Trump en fait son lit électoral. Hein. Il soutient ces femmes. Il soutient ces femmes. Lapsus révélateur. Il soutient ces hommes. Je commence à fatiguer. Il soutient ces hommes masculinistes. Hein. Et quand J.D. Vance parle des crazy cat ladies, hein, ça s'adresse précisément à l'électorat incel, à ces hommes qui sont persuadés qu'ils, s'ils sont célibataires, c'est parce que les femmes ne veulent pas obéir, hein, aux règles d'antan, hein, et aux règles matrimoniales et aux règles reproductives. Donc elles ne veulent pas se marier et donc elles sont responsables. De manière intéressante, on évoque le cas aux États-Unis, mais c'est très présent ailleurs et à mon avis bientôt en France, comme souvent dans ces cas-là. Au Japon, je termine le livre en évoquant ce qui se passe au Japon, par exemple. Il y a un même mouvement masculiniste, hein, un mouvement conservateur et masculiniste, qui accuse les femmes japonaises d'être trop indépendantes, trop éduquées, et donc de mettre en péril l'ordre matrimonial au Japon. Quand j'ai présenté mes recherches il y a 4-5 ans au Japon, la salle était bondée, il y avait énormément de monde, et je me suis fait agresser par des vieux monsieur qui m'accusaient de véhiculer la fin de l'empire japonais éternel en oubliant de dire que ces hommes-là étaient victimes des femmes qui voulaient en japonais, l'expression, c'est les mangeurs d'herbe, en fait. On accuse les hommes d'être des mangeurs d'herbe qui jouent aux jeux vidéo et qui sont véganes et qui boivent du latte pour aller très vite, hein, en caricaturant les choses, mais qui sont plus des hommes virils à l'ancienne. On n'est plus dans Mad Men, voilà, on n'est plus dans l'archétype de l'homme traditionnel, matrimonial et qui laisse sa femme à la maison. Donc ces hommes-là sont responsables de ne pas être assez virils, et surtout les femmes sont responsables de s'intéresser à ces hommes-là, de ne pas forcément vouloir se marier avec eux, et donc d'entretenir, hein, de mettre en péril la société japonaise. Et donc aux États-Unis, vous avez entièrement raison. On voit très bien la manière dont aujourd'hui c'est instrumentalisé politiquement et très fortement, hein, puisque c'est un vivier très fort de l'électorat trumpiste, et qui rejoint absolument ce que je dis dans le livre. Hein. C'est la même sociologie. Ce sont des hommes peu diplômés qui travaillent dans les secteurs d'activité les plus précaires, les plus mobiles, les plus violents. Quand Trump a relancé la pratique du fracking, hein, qui est cette pratique de fractionnement des sols, hein, pour aller extraire du gaz ou d'autres matières premières, c'est une méthode très violente, hein, puisque les entreprises fractionnent les sols quelque part, puis ensuite elles se déplacent, puis elles se déplacent, puis elles se déplacent, créant des désastres écologiques partout. Mais les gens qui travaillent sont souvent des hommes célibataires, parce que c'est très dur, c'est très violent, et puis il faut être prêt à se déplacer régulièrement. Ils sont célibataires, ils sont peu diplômés, peu qualifiés, et donc ils travaillent dans tout ce secteur d'activité auquel Trump rend régulièrement hommage. Hein. Il rend toujours hommage aux gens qui n'ont pas de diplôme, aux hommes, à leur virilité, etc. Donc on voit bien qu'il y a une longue durée de ce type de célibat. Néanmoins, il y a une énorme différence entre ce que moi je décris dans le livre et ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est qu'en aucun cas, ces hommes célibataires n'en voulaient aux femmes célibataires. Ces hommes célibataires créent des espaces de sociabilité propres. Le monde du célibat masculin aux États-Unis, c'est un monde très particulier, un monde très viril, très masculin. J'ai des photographies de bûcherons, de marins, de matelots qui surjouent parfois tous les codes de la virilité et de la masculinité parce qu'on pense qu'ils n'ont pas été assez virils ou masculins pour trouver une femme. Donc ils sont souvent très tatoués, très barbus, dans le monde des bûcherons, dans le monde des marins, dans le monde du travail agricole. C'est un monde qui est un monde de compétition virile, c'est un monde très très masculin. Néanmoins, il n'y a pas du tout ce discours hostile aux femmes. Ça, c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui. Et cette manière dont l'administration Trump ou la société aujourd'hui dénonce les femmes en leur demandant de se marier au plus vite et met en avant les victimes que seraient ces incels, hein, que seraient ces hommes célibataires, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait neuf et, à mon avis, assez inquiétant. Et bien sûr, cette inquiétude, je vous propose
collectivement poursuivre les questions. Les années 60, je pensais à une série américaine qui s'appelle Mad Men, qui est dans le monde de la publicité à New York, donc un créneau peut-être assez étroit, où il y a quelques portraits de célibataires qui sont, moi j'ai trouvé assez exceptionnels, et au contraire d'une espèce de dilution des couples qui de critique de la vie de famille traditionnelle américaine. Il y a eu, je me souviens, un Thanksgiving qui tourne au fiasco. Donc, et en même temps, on évoque dans la série, en parallèle, la conquête des droits civiques, etc. Et est-ce que vous pourriez revenir sur les années 60 ? Je pense que c'est un moment important. Alors, c'est un moment essentiel, hein, puisque c'est le moment de la conquête des droits par les célibataires. Et dans la série Mad Men, il y a une célibataire, hein, qui s'appelle Peggy Olson, qui est la figure de la nouvelle célibataire, hein, la single, hein, qui va complètement assumer son choix de ne pas se marier, et qui, de manière intéressante, c'est ce qu'on voit dans la série, qui peut aussi faire carrière, qui va trouver des créneaux, qui va pouvoir avancer dans la vie professionnelle. Ça devient de moins en moins problématique à ce moment-là, même si il est intéressant de constater que, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène où elle va voir son gynécologue qui l'accuse d'être une mauvaise fille puisqu'elle demande à avoir accès à la pilule. Et ça renvoie exactement à ce que j'ai décrit, hein. On accordait alors que la pilule aux femmes mariées. Les femmes célibataires pouvaient l'obtenir à condition que le médecin l'accorde. C'était laissé à la discrétion du médecin, c'était pas un droit, c'était une libéralité. Et le médecin lui dit attention, ne soyez pas une mauvaise fille, comportez-vous correctement avec les hommes et soyez une femme respectable, c'est ce qu'il lui dit dans la série. Mais pour généraliser, c'est une perspective très intéressante. Les années 60, hein, on voit que peu à peu, ils vont conquérir leurs droits, hein, ils vont les conquérir dans l'entreprise, dans la société, dans le monde juridique, à la Cour suprême. C'est une décennie clé, hein, c'est ce que je raconte dans le livre. Au milieu des années 70, ils ont obtenu des droits à peu près équivalents après avoir protesté pour obtenir ces droits. Merci beaucoup. Je me posais la question des communautés afro-américaines, notamment aujourd'hui, parce que c'est vrai que vous avez parlé des profils plutôt issus des immigrations du XXe siècle, dans ces profils de célibataires, notamment masculins. Est-ce que dans votre analyse contemporaine, il y a ce paramètre qui est également pris en compte, parce que les incels, d'une certaine manière, c'est principalement les blancs. C'est un peu les rednecks, les white trash, qui sont en fait considérés comme victimes d'une double oppression, à la fois féminine, mais également ethnique, puisque c'est lié à ces questions de migration incontrôlée et tous ces fantasmes qui sont alimentés par le mouvement MAGA. Donc, voilà, j'étais curieuse de vous entendre en fait sur ces autres populations aux États-Unis. Alors, de manière un peu surprenante, parce que au début de l'écriture du livre, j'étais très marqué par toute une littérature sur l'importance du célibat afro-américain, du célibat des Noirs aux États-Unis. Mais au tout début du XXe siècle, les célibataires noirs sont peu nombreux pour une raison très simple. Le mariage est vécu comme une forme essentielle d'émancipation et de liberté. Et le taux de mariage, hein, après la fin de l'esclavage, hein, explose dans la communauté noire. Hein. On va pratiquement atteindre dans certains États du 100% de mariage. Hein. Il faut se marier parce que on a désormais la possibilité de le faire. Hein. Et donc c'est un marqueur de liberté. Les choses changent un peu à partir des années 20. On voit d'abord apparaître un célibat masculin et noir qui augmente en lien avec le départ des Noirs du Sud vers le nord, et notamment vers Chicago, hein, vers les grandes villes industrielles, pour aller travailler. Et donc, ils vont devenir ces travailleurs mobiles, itinérants, travaillant dans des secteurs difficiles. Et ils vont de moins en moins se marier et connaître les profils que j'ai évoqués hein, au fur et à mesure des décennies, hein, jusqu'aux années 70-80, où la part de ces hommes noirs augmente hein, proportionnellement dans le célibat masculin, même si les blancs restent proportionnellement
très nettement majoritaire, comme vous l'avez dit. Les femmes apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, et on va voir peu à peu le nombre de femmes noires célibataires augmenter et s'accélérer après les années 70, 80, 90, qui est un peu la fin de mon livre. Mais ça augmente beaucoup à partir des années 2000, donc sur une période plus récente pour les femmes noires. Et c'est très étroitement lié à la paupérisation d'une partie des Noirs aux États-Unis et à l'augmentation de l'incarcération très forte dans la communauté noire. Vous le savez peut-être pas, mais le taux d'incarcération des Noirs aux États-Unis est l'un des plus élevés du monde pour une population. Et cela, je dirais, quel rapport avec le mariage ? Tout simplement, les couples préfèrent ne pas se marier pour empêcher que la conjointe soit tributaire des dettes ou soit embêtée en cas d'incarcération, etc. Donc le mariage ou les formes de semi-liberté sont des freins très forts au mariage dans la communauté noire. Donc il existe toujours aujourd'hui, même si à nouveau le célibat blanc reste très important tout au long du XXe siècle. Oui, au micro de Sylvain Bourmeau, vous évoquiez un document que vous qualifiez d'assez extraordinaire, qui était, je crois, des poèmes sur des bouteilles de lait. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et plus généralement quelques mots des formes d'expression artistiques, vernaculaires de ces célibataires ? Comme je l'ai dit, ces célibataires entretiennent un rapport très particulier à la nature et à l'observation des animaux, de la nature et des autres. Quand on écrit un livre, il y a toujours un document qu'on préfère, qui est totalement inattendu. Et ce document inattendu était lié à un problème que j'ai rencontré, que j'ai évoqué avec vous, qui était la difficulté d'obtenir des sources sur les hommes célibataires. Ils écrivent peu, ils laissent peu de traces, et encore moins de traces parce qu'ils sont mobiles, précaires, vulnérables. Donc beaucoup ont disparu sans rien laisser. Et les photographies que j'ai, c'est des photographes qui ont pris des photos. Ce ne sont pas leurs photographies. Mais j'ai quand même eu parfois de la chance, et je pense que j'ai écrit à tous les archivistes des États-Unis pour leur faire part de mes obsessions sur les hommes et les femmes jamais mariés de plus de 35 ans, en leur demandant tout ce qu'ils avaient sous la main. Et j'ai eu de la chance avec un archiviste en Alaska qui m'a dit qu'il avait un document absolument extraordinaire, qui est un coureur de bois en Alaska, un trappeur, qui va écrire un journal intime au dos de bouteilles de lait. Qui va, comme il n'a rien pour écrire, mais il a des bouteilles de lait. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais il retourne il décolle les étiquettes et il écrit un journal intime absolument exceptionnel, qui est court, parce qu'on n'a pas gardé beaucoup de traces. Les archivistes ne voulaient pas le photographier parce qu'ils avaient peur qu'en photographiant, il fasse perdre l'encre. Donc ils ont utilisé tout un système pour protéger l'encre et éviter que tout s'efface à cause de moi. Mais c'est absolument passionnant puisque ce coureur de bois fait de la poésie. Il raconte ses sorties en traîneau. Il évoque ses peurs. Notamment, il y avait une chanson au début que j'ai mis du temps à identifier. Mais il y avait un texte qui revenait tout le temps. Il y avait une phrase qui revenait tout le temps au début de ses entrées, journal intime. Il y avait la date, il y avait une phrase et j'ai fini par trouver la signification. C'est une chanson, je pense qu'il doit chanter avant de partir. Quand il part avec son traîneau pour aller chasser, il se donne sans doute du courage. Il réécrit la même chose en revenant. Je pense que c'est une sorte de rituel de départ et de retour. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a de la poésie. Donc c'est un homme très viril, masculin, qui est très fier de tuer des animaux, tuer des ours, etc. Mais il a un rapport aux oiseaux, un rapport à la poésie, un rapport à la nature extrêmement fort. Et il va se lier d'amitié avec beaucoup de poètes de l'Alaska, de Richardson, qui est une ville en Alaska. Et ce sont ces amitiés poétiques qui expliquent qu'à sa mort, ils vont garder à la fois les objets et les bouteilles de lait et les textes poétiques que Fred Campbell, puisque c'est son nom, va écrire et qu'on a encore une trace de ce coureur de bois célibataire. Donc c'est une très très belle source. Mais il y en a d'autres. Lisez le livre, il y a des photographies, il y a des poèmes. Je pense que c'est une vie artistique et une vie culturelle extrêmement forte qui est celle des célibataires tout au long du XXe siècle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on s'arrête là. Merci beaucoup, Romain Huret. Merci.
Et avant qu'on se quitte, je vous signale qu'on se retrouve exactement dans un mois, le mardi 10 mars, avec Nicolas Cassiaf, qui est politiste, sur les relais médiatiques de l'extrême droite, et notamment sur le cas de CNews. Et pour vous dire également que pas tous vos ouvrages, mais vos derniers ouvrages se trouvent sur la table ici, auprès de la librairie Durance, qui, je crois, a aussi amené ce petit livre qui vient de sortir, qui s'appelle Français de souche coloniale, de Léonora Miano, et qui était la conférence inaugurale des mondiales qu'on avait organisée avec AOC. Merci beaucoup, bonne soirée.